Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur le plateau de Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismart, de l'expertise, de l'analyse, du débat et puis des rubriques que vous connaissez bien. Bien dans son job d'abord, quels sont les métiers à impact qui recrutent cette année? Le cabinet de recrutement Burdeo s'est essayé à un top 5. Nous reviendrons sur ces 5 postes les plus recherchés aujourd'hui et puis plus largement sur leur expansion dans les entreprises. Dans le cercle RH, la flexibilité en entreprise, vaste sujet. Elle passe d'ailleurs par plusieurs choses, des horaires de travail, mais aussi le développement des compétences. Ce serait en tout cas, selon la dernière étude d'OBA, le principal défi à relever par les DRH lorsqu'ils pensent au travail de demain. Une bonne raison donc de se pencher sur la question. Et enfin, dans Fenêtre sur l'emploi, fidéliser, c'est faire évoluer. Pour conserver ses talents, il faut leur donner des perspectives d'évolution. C'est le pari de la plateforme JobSong qui propose aux organisations de cartographier leurs compétences. Il s'appuie pour ce faire sur l'intelligence artificielle. Je crois que j'ai tout dit. On commence comme promis donc par bien dans son job. C'est parti. Responsable DRH, RSE, administrateur transformation, voici quelques exemples des postes à impact les plus recherchés par les entreprises françaises en 2024. C'est le résultat d'une étude du cabinet de recrutement Burdeo. Au-delà de ça, le marché des emplois à impact poursuit lui aussi sa croissance avec une augmentation de près de 40% de création de postes l'année passée. On en parle aujourd'hui avec Catherine Brennan, directrice des opérations chez Burdeo. Bonjour Catherine. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Job. C'est la 6e édition de ce Top 5, je crois, des métiers à impact. Pourquoi vous le faites, ce classement? Qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il montre l'évolution de ces métiers au cours des années. Il montre à quel point, d'un côté, ils acquièrent de plus en plus de technicité. Il montre comment ils s'intègrent de plus en plus dans les métiers avec des compétences double casquette, comme on les appelle. Et il montre aussi comment, au sein des organisations, ils prennent de la hauteur. Et c'est ce qu'on a voulu dire avec le poste d'administrateur engagé. Celui-là se trouve au sein du conseil d'administration. Bah ouais, on va peut-être revenir sur un ou deux exemples, je trouve, qui sont parlants parmi ces cinq métiers. Moi, si j'avais une question, Catherine Brennan, à vous poser sur la tendance globale, qu'est-ce qu'elle dit cette étude-là? C'est laquelle la tendance aujourd'hui sur ces métiers à impact? Alors, c'est certainement une tendance à l'intégration de ces sujets dans les métiers. Oui. Où en fait on se rend compte que pour accompagner la transformation de l'entreprise vers la durabilité, c'est bien évidemment l'apanage pour commencer de la direction RSE, mais pour que l'ensemble de l'entreprise se transforme, c'est l'ensemble des métiers qui doivent aussi intégrer cette composante durabilité dans leur périmètre de poste et pouvoir aussi travailler leurs compétences pour intégrer cette nouvelle dimension de durabilité. D'où cette croissance rapide, je le disais, 40% de création de postes l'an passé, c'est énorme. Alors c'est énorme et on peut imaginer que c'est pas prêt de s'arrêter. C'est énorme et c'est aussi poussé par la réglementation. On sait qu'aujourd'hui elle est de plus en plus forte, que ce soit au niveau français ou au niveau européen, qui oblige en tous les cas, qui invite les entreprises à structurer aussi un certain nombre de leurs activités. Et ce n'est plus non plus réservé aux très grandes entreprises. Les réglementations maintenant s'appliquent à des entreprises de taille intermédiaire ou voire de grosses PME. Et l'on voit un certain nombre de créations de postes au sein de ces organisations. Oui, c'est intéressant ce que vous dites. Vous avez réussi à identifier aujourd'hui le profil des entreprises qui recrutent sur ces 5 postes-là dont vous nous parlez? Alors, ce sont tout type d'entreprises et tout type de secteur. Ça aussi, c'est important de le dire. C'est pas uniquement à Paris et en Île-de-France, mais c'est aussi en province. On a de plus en plus de postes en région. Et ce sont des postes qui, au sein des grandes entreprises, viennent étoffer une équipe RSE. Et ce sont des postes à dimension que j'appelle plutôt technique, sur des sujets précis, la biodiversité, bien évidemment l'empreinte carbone, bien évidemment l'aspect reporting extra-financier poussé par une réglementation, une nouvelle directive qui rentre en application là cette année. Et puis dans les entreprises de
plus petite taille. Il ne s'agit pas pour ces entreprises de démarrer une démarche RSE, ce n'est pas le sujet. Il s'agit pour elles d'incarner parfois des actions qu'elles ont pu avoir depuis un certain nombre d'années. Mais maintenant, il s'agit d'incarner et d'avoir quelqu'un qui porte en interne et en externe ces sujets. Et là, on est sur des postes qui sont plus transverses. Le poste de DRH RSE, je trouve qu'il est quand même assez parlant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un métier, celui de DRH, qui est clairement en train d'évoluer pour fusionner avec les enjeux RSE. Alors, oui, et on ne l'a pas choisi par hasard. Ouais. Alors déjà, ça reflète donc ce que je vous disais, qui est l'intégration de la RSE dans les métiers. Et pourquoi le métier de DRH ? Parce que ce binôme RSE et RH, il va être le socle de la transformation des compétences des collaborateurs. Vous avez aujourd'hui un certain nombre de collaborateurs qui ont envie d'avoir du sens et de l'impact dans ce qu'ils font. Nous, c'est une tendance depuis la fin de la crise sanitaire que l'on a vu vraiment exploser. Et ce que nous disent les personnes qui nous interrogent, c'est moi aujourd'hui, j'ai envie que quand je me lève le matin, que ce que je fais en entreprise, ça soit pour le compte de produits qui font du bien à la planète, ou que je puisse voir l'impact de mes actions. Et en fait, cette envie de sens et d'impact, qui mieux que les ressources humaines peut entendre cette volonté et peut accompagner les collaborateurs dans leur montée en compétences. C'est presque la quête de sens des collaborateurs qui fait aussi évoluer les organisations. Bien sûr, bien sûr, parce qu'il n'y a pas que la réglementation, il y a aussi l'envie des parties prenantes de l'entreprise, et ces collaborateurs en sont une particulièrement importante. Donc ce binôme RH-RSE, il est important dans la transformation. Donc transformation des fiches de poste, évolution des compétences, évolution des rémunérations et surtout sur leur part variable, où on va peut-être commencer à intégrer, alors c'est le cas dans les entreprises du SBF 120, mais on peut imaginer que ça va s'étendre, intégrer des critères ESG, environnement, social, gouvernance, dans les rémunérations variables. Merci beaucoup Catherine Brennan d'être venue nous voir aujourd'hui. Nous avons parlé de ce top 5 des métiers impact qui recrutent en 2024. Je rappelle, vous êtes la directrice des opérations chez Birdeo. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On passe tout de suite au cercle RH. La rigidité des horaires de travail, des lieux de travail fixes a fait place depuis quelques années à une organisation plus fluide. On appelle ça la flexibilité. Défi principal pour le DRH selon la dernière étude d'OBA. Par quoi cette flexibilité peut-elle passer ? Pourquoi les DRH prennent-ils au sujet à bras-le-corps ? Peut-on l'appliquer pareil partout ? Autant de questions aujourd'hui que nous allons poser à nos invités. Anne Hamlet nous accompagne. Elle est Chief People Officer chez Elle Acoustique. Bonjour Anne. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Job. Un petit mot court sur Elle Acoustique, c'est quoi votre activité ? Notre activité, peut-être vous n'avez pas entendu parler d'Elle Acoustique, mais vous nous avez certainement entendu. Voilà, on est leader mondial de la sonorisation professionnelle. Donc si vous allez à des concerts de type Adele, si vous écoutez de la musique à la Philharmonie, si vous allez aux États-Unis au festival de Coachella, c'est un peu grâce à vous. C'est un peu grâce à nous. Merci d'avoir présenté Elle Acoustique. On est des passeurs d'émotions. Voilà, et une histoire qui s'est basée sur une aventure humaine avant tout et beaucoup d'innovation. Hakim Berkani nous accompagne également, R&D Lead chez OBA, je le disais, ce cabinet de conseil en management et RH, qui sort cette étude dont on va parler tout au long de cette émission. Hakim Berkani, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup à tous les deux d'être là. Je vais vous poser une question simple à tous les deux pour poser le sujet. Flexibilité du travail, je le disais, c'est un sujet assez large. Qu'est-ce que vous y mettez derrière cette notion de flexibilité au travail, Anne Hamlet ? Alors, on y met peut-être beaucoup plus de choses qu'on y mettait à un certain moment. C'est au-delà des horaires, au-delà de la durée du temps de travail. Aujourd'hui, on y met, je dirais, la confiance que les collaborateurs peuvent avoir dans leur organisation, la confiance que l'organisation a en ses collaborateurs, je dirais, d'anticiper, de s'adapter. Donc, ça passe par des statuts qui peuvent être différents, ça passe par des modes de fonctionnement qui sont également différents. Donc, on a fait beaucoup de choses et je dirais que voilà, la crise sanitaire, les enjeux d'aujourd'hui nous ont amenés à être beaucoup plus créatifs et on a énormément d'exemples à vous donner pour ce qu'il est possible de faire et éviter les clivages classiques sur la simple durée du temps de travail.
Hakim Berkani, vous, qu'est-ce que vous y mettez derrière cette notion ? Pour prendre un tout petit peu de recul, effectivement, en fait, il y a 2 pans clés autour de la flexibilité. On l'illustre à travers de nos travaux de recherche. Il y a d'une part, en fait, ce qu'on appelle la flexibilité organisationnelle. Oui. C'est la manière dont l'entreprise va adapter son système productif par rapport à son marché. Donc, quelque part, une entreprise va connaître des hauts et des bas dans sa manière de répondre à son marché. Elle va potentiellement externaliser sa main-d'œuvre. Et donc, ça, c'est le premier pan qui a été énormément, en fait, promu par des économistes autour des années 2000. Et depuis, en fait, la période un peu post-Covid, on observe que la flexibilité, les termes sont de plus en plus repris par des candidats, par aussi certaines entreprises, et elles tentent de les promouvoir. Et aujourd'hui, en fait, on voit que cette notion, elle est beaucoup plus orientée vers les possibilités d'adaptation des conditions de travail aux enjeux, aux demandes en fait des collaborateurs. Donc en fait, on a ces deux pans qui sont bien distincts et qui, quelque part, en fait, engendrent de vrais défis pour les DRH, à la fois sur l'articulation de l'agilité organisationnelle versus celle vis-à-vis des collaborateurs. Oui, puisque la question ne se pose peut-être pas exactement de la même façon du côté entreprise ou côté collaborateur, mais j'aimerais revenir sur ce que vous disiez. Si la flexibilité, c'est s'adapter au contexte de l'entreprise, c'est une notion, Anne Hamlet, qui est donc amenée à évoluer tout le temps, en fait, cette notion de flexibilité. Et c'est une notion qu'il faut repenser régulièrement. Régulièrement, oui. Et qu'il faut repenser régulièrement ensemble et repenser régulièrement, j'irai à la maille du collectif également. Le collectif et l'individu. Et tout l'enjeu des DRH, c'est aujourd'hui de réconcilier le collectif, l'individu et l'organisation. Comment vous expliquez, ça c'est selon l'étude d'OBA, on va en parler aussi avec vous, Hakim Berkani, mais comment vous expliquez qu'elle soit considérée aujourd'hui comme le premier défi des DRH avant même la fidélisation des collaborateurs, par exemple ? Ça, c'est ce que nous dit l'étude. Premier défi des DRH, la flexibilité. Je dirais le premier défi des DRH parce que on est dans une entreprise, dans un monde qui évolue vite et qu'on doit concilier cette évolution avec des modèles d'organisation qui sont parfois un petit peu rigides et c'est ce tempo, si je reprends un petit peu le vocabulaire de notre industrie, c'est ce tempo qu'il faut trouver et qu'il est difficile de trouver ensemble. Et réussir à le trouver ensemble, c'est d'abord communiquer. Et je dirais que le principal des défis des DRH en termes de flexibilité, c'est d'arriver à communiquer, à se comprendre et à co-construire cette flexibilité ensemble. C'est surprenant, Hakim Berkani, que ce soit la première préoccupation des DRH aujourd'hui, cette flexibilité, ou ça vous paraît assez logique ? Ça me paraît assez logique parce que, en fait, un des principes. Alors, ce que sous-tend en fait ce défi, c'est que dans la réalité, il y a énormément d'enjeux en termes d'attractivité et de recrutement. On s'est adressé à des DRH en fait qui, sur le marché du travail, font l'objet d'une très forte concurrence. Et aujourd'hui, en fait, ces modalités de travail flexibles, alors certes, il y a le télétravail, mais il y a aussi plein d'autres pans qui ne sont pas tant investigués que ça et qui, en fait, font l'objet de créativité particulière dans les pratiques RH pour attirer de nouveaux collaborateurs ou des jeunes collaborateurs. Et quand on tombe par créativité, vous en parliez aussi tout à l'heure, Anne Hamlet, de cette notion de créativité, c'est-à-dire qu'on dépasse le télétravail, la semaine de 4 jours, des dispositifs plutôt efficaces et classiques. Voilà, mais on dépasse ces dispositifs au sens qu'on dépasse aussi ces dispositifs au niveau des statuts auxquels ils s'appliquaient. Le défi qui est le nôtre aujourd'hui, on est aussi un industriel avec des usines. Et comment rendre le travail dans les usines flexible ? C'est un défi aujourd'hui dans la mesure où on a besoin d'attirer ces talents pour travailler sur des métiers qui parfois, je dirais, sont moins attirants que d'autres. Et l'enjeu qui a été le nôtre, c'était de co-construire un cadre où on permettait aussi aux ouvriers de production d'avoir cette flexibilité, d'avoir cet équilibre vie privée, vie professionnelle qu'on offrait historiquement à une population dite de cadre. Et ça, c'est une réussite dont on est particulièrement fier et qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à continuer à pouvoir produire en France avec des collaborateurs qui sont engagés et qui sont heureux de venir travailler chez nous parce que cette flexibilité, on l'a trouvée aussi pour eux, alors qu'elle était très difficile à inventer de par leur métier. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, je ne sais pas, concret ? Alors, un exemple concret, c'est effectivement ces collaborateurs. Aujourd'hui, ils ont la possibilité d'avoir une manne de temps de repos pour choisir de prendre plus de vacances, pour choisir d'être le mercredi avec leurs enfants ou pour choisir, s'ils n'ont pas envie de partir en vacances et qu'ils n'ont pas d'enfants, de ne pas avoir cette manne de temps disponible, mais de pouvoir travailler pour augmenter leur pouvoir d'achat.
Et c'est ça la flexibilité, c'est jouer sur tous les statuts, jouer sur tous les besoins des collaborateurs, que ce soit du temps, que ce soit aussi du pouvoir d'achat. Et je dirais que ça, c'est ensemble, avec les partenaires sociaux notamment, qu'on a réussi à le créer. Et ça passe par un dialogue et une compréhension des besoins de chacun. Et je pense que c'est ce qui fait la force de nos propositions, c'est de le voir à la maille de ce collectif sur plusieurs pays, sur plusieurs cultures, sur plusieurs statuts. Et ça, c'est très important en termes de confiance et de sens qu'on donne à toutes ces politiques de flexibilité. Et ça évite cette crispation et je dirais cette opposition qu'on peut trouver de façon traditionnelle. Je me permets d'être en rebond parce qu'en effet, en fait, dans le retour d'expérience de L Acoustics, ce qui est assez marquant, c'est que la flexibilité aussi, elle a été incarnée par les différents types de contrats et les modes de contractualisation. Je pense qu'en fait, L Acoustics incarne vraiment un écosystème à la fois de collaborateurs internes, mais aussi de collaborateurs externes. Bien sûr, il y a le statut de l'entreprise individuelle ou du freelance qui a été un accélérateur, mais très tôt, L Acoustics en fait, a su créer un écosystème d'entreprise interne et externe. Là où, dans notre étude, ce qu'on observe, c'est qu'en fait, les contrats de travail font l'objet en fait, de réelles difficultés dans la manière de les adapter à nos nouveaux modes de travail. Ils ne bougent pas trop pour l'instant, ces contrats de travail. Donc c'est un exemple finalement assez rare, celui de L Acoustics. Aujourd'hui, on serait plus sur des dispositifs un peu plus classiques. Il faudrait aujourd'hui davantage peut-être pousser les entreprises à repenser le contrat de travail. Alors, quelque part, effectivement, à mieux appréhender en fait, les différents statuts et aussi, dans certains cas, les volontés de certains collaborateurs, puisqu'il y a une vraie tendance aujourd'hui en France, plus de 6 millions de slashers, donc d'individus qui vont alterner entre une carrière professionnelle et une autre carrière personnel, mais je dirais aussi entre guillemets professionnel. Voilà, plusieurs entreprises en fait vont promouvoir. On est bientôt à l'ère des JO, donc la gendarmerie qui emploie en fait énormément de sportifs de haut niveau. Donc il y a aussi des collaborateurs qui sont dans cette demande-là et une certaine forme de nécessité de plus en plus à répondre à ces enjeux. Parce que je le disais en préambule de cette émission, en effet, la flexibilité, elle n'est pas la même partout, elle n'est pas applicable dans tous les types d'organisations et certains dispositifs comme le télétravail sur le modèle industriel, c'est vrai que ça ne marche pas, on ne peut pas travailler de chez nous. Non, ça ne marche pas, mais c'est l'enjeu des RH, quelque part, d'engager tous les collaborateurs de l'entreprise. Donc si, quelque part, on a des cadres qui sont, quelque part, non inclusifs dans cette volonté qu'on a de concilier un équilibre vie privée, vie pro, ça ne marche pas. Donc, il faut trouver d'autres cadres. Et c'est tout l'enjeu, il y a un cadre qui est très strict et nous, on doit créer d'autres cadres. Et l'exemple que vous citiez, nous aussi, on a besoin de gens qui sont des ingénieurs du son, qui vont nous aider à développer des nouveaux produits, à comprendre les besoins des utilisateurs. Mais ces gens-là, ils aiment bien être en tournée. Mais ils ne tournent pas toute l'année. Et quand ils ne tournent pas, ils viennent travailler pour nous. Et quelque part, c'est une flexibilité qui est partagée avec ses collaborateurs, qui ne sont pas des collaborateurs, mais qui sont perçus par L Acoustics comme des collaborateurs de l'entreprise à part entière. Et c'est ça qui fait la force et c'est ça qui est sympa. Et aujourd'hui, cette flexibilité, en fait, c'est avant tout de la créativité. Hakim Merkani, on parle des DRH depuis tout à l'heure. Les managers aussi, eux, peuvent jouer un rôle majeur dans cette flexibilité en entreprise. Effectivement, en fait, leur rôle est clé quelque part parce que ce sont les premiers remparts en fait, face à des multiples demandes en fait, des collaborateurs ou des personnes qu'ils managent. Et oui, c'est vers le N+1 qu'on va tout de suite en général pour le premier organiser... énormément de managers sont confrontés à des demandes très inédites, de plus en plus même, des possibilités de télétravailler dans un autre lieu que la maison, des possibilités d'aménager les horaires de travail autrement ou de manière un peu plus quotidienne, de manière différenciée. Donc, quelque part, les managers, en fait, sont les premiers acteurs confrontés à ces demandes de plus en plus inédites. Et ça nécessite quelque part un vrai accompagnement du DRH auprès des managers. Il y a deux cas de figure principalement. Soit l'entreprise a fixé un cadre sur lequel le manager va pouvoir se reposer pour prendre une décision vis-à-vis de son collaborateur, enfin de la personne qui manage, ou bien il n'y a pas de cadre et là le manager va devoir quelque part jouer de compromis, prendre des décisions en plaçant différents types de curseurs. Est-ce que je vais favoriser l'individu versus le collectif dans la demande qu'on propose, dans la demande, et il y a plein de cas de figure de ce type-là. Et effectivement, le manager doit être accompagné et doit être même soutenu dans cette démarche-là.
Anne Hamlet, sur ce rôle du manager? Oui, je suis parfaitement d'accord. Je pense qu'il est de la responsabilité, notamment des DRH, de fixer les bases de ce cadre, de le fixer ensemble pour que ce cadre soit un cadre, je dirais, compris de tous. Et il est aussi de la responsabilité des DRH d'accompagner la montée en compétences de ces managers qui voient quelque part leur rituel complètement bouleversé avec ces nouveaux modes de management. Et on doit les aider avec des formations, mais on doit aussi les aider avec la prise en main de nouveaux outils digitaux. Donc c'est énormément de changements qui doivent être facilités par la mise en place, selon moi, d'un cadre simple, connu de tous et qui a été quelque part co-construit ensemble. On n'a pas trop parlé des avantages de cette flexibilité en entreprise pour les collaborateurs. On parlait tout à l'heure d'attractivité des jeunes talents qui sont en demande, voilà, de plus en plus de flexibilité. Pour les collaborateurs internes, cette flexibilité, elle est ressentie comment? C'est peut-être notamment en termes de performance, puisque c'est ça aussi l'idée qui se cache derrière, j'imagine, quand on est chef d'entreprise. Anne Hamlet. Alors cette flexibilité, elle est ressentie par les collaborateurs comme quelque part un investissement qu'on fait dans leur profil pour être mieux préparés à demain. Les collaborateurs aujourd'hui savent que les compétences de demain seront plus celles qu'ils ont aujourd'hui. Les collaborateurs savent que le cadre va évoluer. Et travailler cette flexibilité, travailler cette agilité ensemble, quelque part, c'est les rassurer. Et avant tout, les collaborateurs aujourd'hui sont rassurés par cette montée en force de leur propre flexibilité et de la flexibilité aussi de leur organisation. On a été touché, comme toutes les sociétés, par le Covid. On a peut-être ressenti, comme toutes les sociétés, un manque peut-être de flexibilité et d'agilité. Et on a accéléré notre transformation à ce niveau-là. Hakim Berkani, même question, le ressenti du collaborateur par cette flexibilité en entreprise. Voilà, on parlait donc d'attractivité, de fidélisation des collaborateurs, même peut-être d'évolution de parcours. On se sent à l'aise d'évoluer dans son entreprise quand on la sent plus flexible et plus agile. Voilà, vous, quel est le ressenti, ou peut-être même ce qui ressort de cette étude? Ce qui ressort de l'étude, c'est qu'il y a deux aspects clés. C'est d'une part, en fait, que cette flexibilité-là, elle permet, il y a une perception en fait d'un meilleur équilibre vie pro-perso. Et plusieurs études le soulignent, notamment au sein du Bureau international du travail, effectivement, qui l'illustre bien. Et l'autre pan, c'est clairement pour le collaborateur, en fait, une attention particulière envers lui. On est de plus en plus, en fait, dans des demandes plus individualisées. Et en fait, les perceptions des DRH, des politiques RH, je dirais, qui s'adaptent de plus en plus aux collaborateurs, sont très bénéfiques vis-à-vis des collaborateurs, parce que voilà, il y a ce sentiment d'attention particulière, et ça renforce quelque part une expérience collaborateur unique. Et de plus en plus, en fait, on le voit même dans les futures générations, c'est des demandes particulières qui se font. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus parler flexibilité aujourd'hui dans Smart Job. Anne Hamlet, je rappelle, vous êtes la Chief People Officer chez L Acoustics, et Hakim Berkani, R&D Lead chez OBA, ce cabinet de conseil en management et RH. Merci beaucoup. Merci tous les deux d'être venus nous voir. On termine cette émission par Fenêtre sur l'emploi. Dans Fenêtre sur l'emploi, une application pour évaluer les compétences d'un salarié et identifier ses perspectives d'évolution. Objectif, inciter ses collaborateurs à rester dans l'entreprise. JobSong utilise pour ce faire l'IA. Nous en parlons avec Jean-Guillaume Pelletier, directeur général adjoint et créateur de JobSong. Bonjour. Bonjour Eva. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Jean-Guillaume. Pourquoi ce sujet, selon vous, de la mobilité interne, c'est un sujet clé pour faire face à la pénurie de talents? Voilà. Comment vous avez identifié ça, vous? En fait, on est dans un moment où le taux de chômage est bas. C'est de plus en plus difficile pour les entreprises d'attirer des talents. Et donc, les retenir, c'est un enjeu clé. Ouais. Pour les retenir, le meilleur moyen, en fait, c'est de leur donner des perspectives qui soient claires. Et ces perspectives-là, en fait, souvent, elles vont se baser sur leurs possibilités d'évolution. Je suis collaborateur dans une entreprise, je vais rester 10 ans. Où est-ce que je peux potentiellement me projeter? La stratégie de l'entreprise m'engage par rapport aux compétences que je peux lui mettre à disposition. Il faut que j'arrive à identifier lesquelles je vais avoir, quelle formation est-ce que je peux faire et comment me projeter. Tout ça, en fait, ça participe d'un contrat implicite entre l'entreprise qui doit donner des conditions de transparence à ses salariés et au salarié qui va s'en emparer
pour pouvoir du coup se projeter. Et ça, c'est dur à faire. Pourquoi vous avez choisi l'IA aujourd'hui pour accompagner cette mobilité interne? L'IA, elle permet de répondre en fait à des enjeux clés, c'est-à-dire de réduire des temps de réalisation qui avant pouvaient prendre des semaines, voire des mois. Imaginez, vous êtes recruté en tant que responsable des talents et très vite, votre manager va vous demander d'écrire les fiches de poste de vos collaborateurs. Il y a 150 postes à faire. Vous allez peut-être les faire à la main sur des fiches Excel, les comparer et les projeter par rapport à des managers qui vous les valideront. Avec l'IA, vous pouvez gagner en fait énormément de temps sur la mise en place de ces étapes-là pour en fait justement vous concentrer sur les éléments sur lesquels vous avez de la valeur ajoutée et donc rendre ces réalités-là tangibles auprès des collaborateurs. Donc l'IA, qu'est-ce qu'elle fait très concrètement? Elle va générer les fiches de poste. Voilà, donc ce qu'on fait, les compétences qui sont mobilisables. Ça, c'est pour la mise en place. Et ensuite, l'IA, elle va permettre de projeter en fait tout un ensemble de données, donc les formations qui sont disponibles, les compétences que j'ai, et les ramener en fait au niveau de l'individu pour lui donner une expérience qui soit personnalisée. Donc ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est que l'IA ou les algorithmes, en fait, c'est agnostique des préjugés qu'on peut avoir. On n'a pas forcément l'idée de se projeter vers tel ou tel type de poste. Et oui, il n'y a pas de biais. Exactement. Donc on va potentiellement nous proposer quelque chose qui, sur le papier, est peut-être un peu surprenant. Et en fait, ça ouvre des perspectives. Et qui sont un peu inattendues. Vous avez un exemple peut-être de ça? Je parlais avec quelqu'un qui est photographe, mais ce photographe réalise en fait aussi des vernissages et des expositions. Donc du coup, il a géré un budget, avoir sa gestion de stock, etc. Et on voit en fait que les compétences qu'il va mobiliser dans son activité peuvent le projeter vers des métiers, par exemple, de chef de projet ou responsable d'événementiel, auquel on ne pense pas forcément quand on pense à un photographe. Une question auquel j'ai pensé aussi en préparant cette émission, ça implique quoi en termes d'accès de données collaborateurs, cette intelligence artificielle? Ça pose des questions là-dessus ou pas? Alors en fait, les données sont déjà disponibles, elles existent. Il n'y a pas de rapport en fait, avec la RGPD au départ. Ensuite, après, c'est le collaborateur qui, quand il va aller sur la plateforme, va déclarer ses intentions, etc. Et donc oui, il y a une conservation de ces données, mais il n'y a pas d'enjeu au départ. Jobsong, vous accompagnez l'entreprise un peu tout au long du process? C'est ça. En fait, on le compare souvent à une maison. Donc vous construisez les fondements avec la base. La base, c'est de construire ce référentiel métier et compétences. Et dessus, vous allez pouvoir brancher en fait, différentes pièces. Quelles sont mes perspectives de mobilité? On le matérialise avec un plan de métro, en fait, parce que c'est un objet qui est clair et qui est connu de tout le monde. Je vais avoir ensuite des perspectives aussi sur les salaires. Il y a des enjeux de progression, de formation. Et ensuite, l'idée, c'est de le rendre individuel, c'est-à-dire comment moi, ça peut me concerner, Jean-Guillaume, dans cette entreprise-là. Et ça, c'est l'intérêt de l'intelligence artificielle, de personnaliser... Exactement, c'est des expériences qui sont du coup individuelles. Une toute dernière question, il nous reste 1 minute. Malgré tout, même si vous arrivez à identifier, on va dire, les bons chemins de mobilité interne, voilà, on l'a trouvé, le chemin, il y a d'autres freins quand même qui existent. Ça, vous arrivez avec les organisations, comment vous les accompagnez là-dessus pour débloquer les freins qui pourraient rester une fois qu'on a identifié ce chemin d'évolution? Les freins connus, par exemple, ça peut être lié à la culture en fait, d'entreprise. Tout à l'heure, dans l'émission précédente, on parlait du rôle des managers. On n'a pas envie de dépouiller Pierre pour habiller Jacques, donc on va avoir un peu être réfractaire en fait, à la question de la mobilité. Donc il y a un accompagnement en fait, à faire. Nous, on fait travailler aussi des consultants en fait, qui vont accompagner justement l'entreprise dans des contextes de changement pour lever ce type de barrières. Donc ça, c'est un axe sur lequel on travaille. Vous travaillez. Merci beaucoup, Jean-Guillaume Pelletier, d'être venu nous voir aujourd'hui dans Smart Job. Je rappelle, vous êtes le directeur général adjoint et créateur de Jobsong. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment très vite pour un nouveau numéro de Smart Job. Ce sera sûrement avec Arnaud Ardouin. Moi, je vous dis à très vite sur Bismart. Salut.